En fait, ce qui manque le plus aujourd'hui, c'est l'objectivité, et l'objectivité pour des raisons de lâcheté principalement, à mon avis. C'est-à-dire que beaucoup de gens comprennent et savent, mais ils ne veulent pas ou ils s'interdisent eux-mêmes de le dire parce qu'ils vont perdre leurs avantages. Bonjour à tous, chers abonnés d'Omerta, merci de nous rejoindre pour ce nouveau grand entretien. Avant de démarrer, je vous rappelle, pour ceux qui ne sont pas abonnés à cette chaîne YouTube, de prendre 5 secondes pour cliquer sur le bouton d'abonnement pour activer la cloche et pour tout le monde de commenter, partager, liker cette vidéo. C'est très important tout simplement parce que il arrive que nous soyons invisibilisés par certaines plateformes et par certains réseaux sociaux. Et pour continuer à progresser, nous avons récemment passé la barre des 500 000 abonnés. Eh bien, il faut absolument nous soutenir. C'est totalement gratuit, ça prend absolument 5 secondes. Et je sais que la plupart de ceux qui regardent cette vidéo, qui regardent nos vidéos, ne sont pas abonnés à cette chaîne YouTube. Donc, je vous le demande comme un service, ça nous aiderait beaucoup. Et surtout, ça nous aide à diffuser notre message, nos enquêtes, nos investigations et nos excellents entretiens avec nos excellents invités, comme François Martin, que j'ai le plaisir de recevoir ce matin. Bonjour François. Merci beaucoup. Merci Charles. Ravi de te revoir. Au retour d'un de tes périples multiples vers l'Est en général. Oui, on prépare la suite des reportages Voilà. en Ukraine notamment. Alors si je te reçois ce matin, c'est pour parler de ta nouvelle émission, La Notre France nouvelle émission. dans le chaos du monde, Voilà. qui a été diffusée dimanche soir, qui va être rediffusée en version longue Voilà. dans quelques jours. Oui, je tenais à te présenter pour ceux de nos auditeurs qui ne te connaissent pas encore. C'est vrai que tu es en ce moment un des géopoliticiens les plus écoutés, les plus regardés, quel que soit le support, le réseau social. C'est dû notamment à ta carrière professionnelle dans le commerce international, on va en parler, mais aussi parce que tu as produit un certain nombre d'analyses, que ce soit en vidéo, mais aussi à l'écrit. D'ailleurs, je recommande à nos auditeurs la lecture de tes deux ouvrages. Le premier, c'est L'Ukraine, un basculement du monde. Et le deuxième, c'est Le temps des fractures. Voilà. Et le troisième est en préparation. Le troisième est en préparation. Il Il sera va fait, s'appeler j'espère, à la fin de l'année, oui. S'appellera La France dans le chaos du monde, le même titre que notre émission. Exactement. Donc pour ceux de nos auditeurs qui veulent comprendre un peu plus, en savoir un peu plus sur les problématiques géopolitiques qui fracturent et qui structurent la vie internationale, eh bien je leur recommande vivement la lecture de tes deux ouvrages. Alors c'est vrai, je disais, bon, on a monté cette nouvelle émission que tu animes, La France dans le chaos du monde, qui est une émission mensuelle qui a été diffusée en version courte dimanche soir sur notre chaîne YouTube, qui va être rediffusée en version longue sur cette même chaîne YouTube. Mais c'est vrai que bon, c'est un peu une nouvelle. D'habitude, tu livres tes analyses, les gens t'interrogent, ils font appel à ton expertise sur un certain nombre de sujets. D'ailleurs, on parlait de l'Ukraine, mais il n'y a pas que l'Ukraine, parce que tu interviens sur d'autres problématiques, d'autres zones géographiques, notamment le Moyen-Orient, que tu connais bien. Et l'Afrique, que je connais très très bien. Et C'est ce que je l'Afrique, connais le mieux d'ailleurs. ouais. Et l'Afrique que tu connais bien, on avait parlé, effectivement, il y a des sujets africains que tu décryptes Ouais. Le Congo, et sur le Congo lesquels, notamment. voilà, et sur lesquels tu livres des analyses qu'on ne peut pas retrouver malheureusement sur des médias mainstream. Qu'est-ce qui, toi, finalement, t'a donné envie, puisqu'il y a cette nouvelle émission? Est-ce que tu pourrais expliquer pourquoi tu as eu Bien envie sûr. de passer de l'autre côté, c'est-à-dire de la position d'interviewé, d'analyste, finalement, à la position d'animateur et d'organisateur de débats géopolitiques? D'abord, je dirais que je ne suis pas tombé dans la marmite quand j'étais petit, dans la marmite internationale. Je suis né dans la marmite parce que je suis né au Congo. Je suis né au Congo, à côté de Brazza. Et mon père était ingénieur des ponts et chaussées, polytechnicien, ce qu'on appelait à l'époque les ponts colos. Donc il a été
au Congo, versé au Congo, ensuite au Sénégal, ensuite au Maroc. Ensuite, il est passé dans le privé. J'ai vécu en Espagne. J'ai fait toute ma carrière, Ta scolarité? ma scolarité au lycée français de Madrid. Après, j'ai fait l'ESSEC. Après, j'ai fait ma coopération à Rio, au Brésil, à la compagnie du métro de Rio. Donc, je fabriquais le métro de Rio. Et après, j'ai fait 40 ans de commerce international de l'agroalimentaire. Mais ce que je veux dire, c'est que mon père est ingénieur des ponts. Mes deux grands-pères sont ingénieurs des ponts colos. L'un était d'abord en Indochine, ma mère est née à Hanoï, puis en Algérie, puis au Maroc. Il était directeur des travaux publics du Maroc. Mon autre grand-père était en Algérie et il s'occupait des barrages du sud algérien pendant toute une bonne partie de sa vie. Donc, toute ma famille, mes deux grands-pères, mon père et tous mes oncles, c'est tous des ponts colos. Donc, j'ai vécu dans le monde international, mais depuis que je suis né, puisque même j'y suis né. Tu peux expliquer, nos auditeurs, peut-être pour les plus jeunes qui ne connaissent pas, qu'est-ce que ça veut dire pont colo? Eh ben, parce que quand tu sortais de Polytechnique, selon ton rang de sortie, tu étais ou ce qu'on appelait un pont métro ou un pont colo. Alors, si tu avais, je dirais, 15,01 à l'examen de sortie, on t'envoyait à Bar-le-Duc. Et si tu avais 14,09, on t'envoyait à Alger ou à Vientiane ou au fin fond Dans les colonies, Congo. quoi. Voilà, c'est ça. Donc d'abord, ça casse un peu l'idée comme quoi la France n'était là que sur le plan colonial pour piller les ressources de l'Afrique. D'abord, c'est pas vrai en termes de chiffres, c'est pas vrai. Bernard Lugan le démontre 1 million de fois. Mais surtout, on envoyait la fine fleur, enfin des types les plus intelligents, qu'on considérait les plus intelligents, les mieux formés de la France. Moi, je suis né dans un village. J'étais la seule case en dur du village, c'est ce habitaient mes parents, donc au milieu de la forêt, véritablement. Donc maintenant, Dolisie, c'est une grande ville, mais à l'époque, c'était vraiment rien. Et on envoyait ces gars-là pour faire les routes, pour faire les ponts. Ça veut dire d'abord le respect, je vais dire le mot, et l'importance qu'on accordait non seulement au pays, mais également aux personnes, et puis l'importance énorme qu'on accordait aux infrastructures. C'est-à-dire, on voulait vraiment faire du travail à long terme, des infrastructures, des routes, des ponts, des chemins de fer, etc. etc. Et toute la France et moi, je suis né là-dedans et j'ai vécu toute ma vie là-dedans. Donc, l'international, pour moi, c'est ma deuxième nature, je dirais. C'est pour ça que je parle français, je parle espagnol. J'ai appris le portugais, j'ai appris l'italien, j'ai appris l'espagnol, je parle espagnol et j'ai appris l'arabe après, que je parle pas bien, parce que je le pratique pas. Mais je veux dire, pour moi, c'est... Et ensuite, donc, j'étais travaillé dans un groupe qui s'appelait la SCOA, pour m'occuper des exportations depuis le Brésil, essentiellement sur l'Afrique. Donc mon premier voyage, d'abord, j'ai fait mes stages en Afrique. Mon premier stage, était au Nigeria en 1974. On m'a envoyé vendre des bouées d'amarrage pour pétroliers. Donc je suis arrivé chez un espèce de forban qui m'a dit: vous allez vendre des bouées d'amarrage aux pétroliers. J'ai dit: ah bon, c'est quoi? Alors il m'a montré une espèce de crowbar où je ne comprenais rien. Et j'ai dit: ok, très bien. J'ai débarqué au Nigeria. Et je suis arrivé au Nigeria, première chose, j'ai vu 300 bateaux. Dans la rade, 300 bateaux remplis de ciment qui attendaient 1 an. Parce que le Nigeria avait commandé tous les bateaux en même temps. Mais il faut savoir que quand on envoie un bateau, si le bateau n'est pas rentré dans 24 heures dans le port, le port lui paye ce qu'on appelle des surestaries, c'est-à-dire il paye la location du bateau, le temps. Donc 300 bateaux multipliés par 360 jours, multipliés par $6 000 par jour, t'imagines le pognon que ça faisait, dont la moitié revenait évidemment dans les poches des autorités portuaires. J'ai compris tout de suite que la politique et le pognon, ça va vraiment ensemble. Partout, pas seulement au Nigeria. Donc après, j'ai été au Cameroun, enfin j'ai fait... voilà, donc je n'ai fait que ça. Et dans les boîtes où j'étais d'abord trader de sucre, ensuite j'ai été trader dans le lait, après j'ai été dans les yaourts, j'étais dans les fruits et légumes, et j'ai fini comme agent de Moët Hennessy, Bacardi, Martini, Pernod Ricard, etc. sur le Nigeria, sur l'Afrique et sur le Nigeria. Donc je n'ai fait que ça. Et dans mon métier, ce qui m'a passionné le plus, c'est de regarder les peuples. Et comme en fait j'avais plutôt une carrière disons un profil de développeur, c'est-à-dire on m'envoyait dans les endroits où la boîte n'existait pas. Donc on m'a dit à un moment donné, on vendait nous sur l'Afrique, on est les agents de Béguincet, Général Sucrière, etc. sur l'Afrique. On m'a dit: tu vas au Moyen-Orient.
Donc moi, je n'étais jamais allé. Donc j'ai pris ma petite valise et puis j'ai débarqué à Jeddah et j'ai été chercher des clients et voilà, me démerder pour leur vendre mon sucre. Ouais. Après, on m'a dit, on faisait du sucre, du riz, de l'huile et ce qu'on appelle des commodités. On m'a dit, tu vas acheter du riz. J'ai dit, ok, très bien. Donc j'ai été au Pakistan, j'ai été en Inde, j'ai été au Bangladesh, j'ai été en Thaïlande, j'ai été en Birmanie. Après, on m'a dit, tu vas acheter du sucre à Cuba. Donc j'ai été à Cuba. Donc j'ai fait plus de 100 pays comme ça, la plupart du temps en débarquant sans rien connaître, personne, etc. Non. Il fallait trouver des correspondants, il fallait trouver des agents pour pouvoir rentrer dans les autorités, ou chez les gros commerçants qui en général ne veulent pas te recevoir quand tu n'es pas connu, etc. Donc il fallait vraiment se démerder. Ouais. Et moi, ce qui m'a passionné, c'est d'observer les régimes politiques, les habitudes des gens, c'est toute la partie humaine de ce métier. Et j'ai fait que ça, en fait. Et alors, donc, là, après, le fait d'écrire, quand je été à la retraite, le fait d'écrire ou de dire, ça m'est venu naturellement, parce que quand on parle du Yémen, j'ai fait je ne sais pas combien de voyages au Yémen, je les connais par cœur. Les Irakiens, je les connais, les Saoudiens, etc. Justement, tu aurais pu décider de couler une retraite tranquille, paisible. C'est pas mon genre. Là, tu t'es quand même mis dans le chaudron un peu géopolitique, mais en fait politique, parce que tes analyses sont quand même... à rebours de ce qu'on entend sur les plateaux mainstream. Qu'est-ce qui t'a décidé finalement à entrer dans l'arène de la géopolitique ? D'abord, j'aime pas ne rien faire. Donc, c'était naturel bonne qualité, comment j'avais pas envie de m'embêter. Et puis, c'est venu tout seul, en fait, parce que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le premier livre, donc, l'Ukraine, un basculement du monde, quand j'ai vu arriver l'Ukraine, je me suis dit, tiens, c'est véritablement un basculement du monde. Les gens ne le savent pas, mais moi, je le sais depuis longtemps. Pourquoi est-ce que tu Parce que le Nord a beaucoup perdu de sa force. On vit encore dans les principes de la Deuxième Guerre mondiale, de Bretton Woods, etc. La communauté internationale, c'est les États-Unis, l'Europe et quelques petits crétins autour. En gros, je simplifie, mais c'était ça. Il y a la Chine, mais on ne sait pas trop, ça commence à grandir, etc. Mais bon, moi, je savais que ce n'était pas du tout ça. Et j'ai vu dès le début de la guerre d'Ukraine que 80% des pays du monde ont refusé de condamner et de boycotter. Je me suis dit, voilà, c'est un séisme. Les gens ne le savent pas. Donc j'ai voulu écrire en disant, voilà. Et j'ai vu que mon expression, un basculement du monde, elle a été reprise. Elle a été reprise partout. Oui. Donc c'est vraiment ce qui s'est passé. Et après, j'ai eu envie d'écrire la suite, parce que la suite de ça, c'est qu'il y a vraiment un effondrement de l'hégémonie américaine dans le sens culturel et politique, c'est-à-dire le mondialisme et comment ça s'appelle, oui, c'est ça, le mondialisme, sous ces deux aspects économiques et culturels. Et ça, c'est ce processus décolonial va s'accélérer et va se développer, parce que je reprends toujours Solzhenitsyn qui dit que ce n'est pas les revendications fortes qui font les révolutions, c'est les régimes faibles. Et on sent quand le régime s'affaiblit. Le mondialisme s'affaiblit, c'est clair pour moi. Je l'ai vu. Toi, tu as vu donc j'ai vu tous ces pays répondre, y compris les nôtres d'ailleurs. Nos propres populations se révoltent aujourd'hui contre le système mondialiste. Il y a vraiment non seulement un basculement du monde, mais évidemment un changement de l'histoire. Il y a quand même un point sur lequel tu peux témoigner, parce que les plus jeunes de nos auditeurs ne l'ont évidemment pas vu, mais nos auditeurs qui ont une vie professionnelle, personnelle en France, ne l'ont peut-être aussi pas vu. Toi, ta vie internationale, finalement, tu as pu constater cette montée de l'idéologie mondialiste partout sur la planète et aussi son reflux, c'est ça? Oui, et son reflus, je l'ai constaté. Et puis la montée de la puissance de ces pays-là. Moi, j'ai pas été en Iran, mais j'ai eu plein de clients iraniens, parce que toute la partie ouest, en fait, de l'Arabie Saoudite, tous les commerçants, c'est des Yéménites. C'est des types de ce qu'on appelle la Dramaou, qui est la montagne de Yémen. Ils s'appellent Bamauda, Bassora, donc ils commencent par Ba. C'est tous des Yéménites. Et ils sont extraordinairement intelligents. Donc je sais que les Yéménites, c'est pas des espèces de mecs qui crient comme ça. C'est vraiment un pays de gens très cultivés. Très cultivés. Et de l'autre côté, du côté d'Al-Khobar, d'Amman, etc., c'est presque tous des Iraniens.
Et c'est les meilleurs de tous, c'est les plus forts, les plus fins, les plus intelligents. Donc moi, je sais ce que représente l'Iran. Sans y aller, j'ai vu ce que c'est que cette culture iranienne. C'est pour ça que quand il y a eu cette guerre, j'ai plein de références, quoi. Quand j'ai vu cette guerre contre l'Iran, en disant on va changer le régime, j'ai dit attendez, changer le régime de l'Iran qui a 6000 ans comme ça, en bombardant pendant 12 jours, mais vous plaisantez ou quoi? Vous savez pas ce que c'est que les Iraniens, mais moi je les connais. Voilà. Comme les Indiens, je les ai pratiqués, les Pakistanais, je les ai pratiqués, les Cubains, je les ai pratiqués. Je suis allé des dizaines de fois à Cuba, par exemple. Même chose en Amérique du Sud. On ne parle pas de l'Amérique du Sud pour l'instant, mais j'ai vécu au Brésil, mais je connais tous les autres pays d'Amérique du Sud, tu vois. Donc ça m'a donné une base, en fait, qui n'est pas livresque, hein, qui n'est pas historique, mais qui est réelle, en fait. Je l'ai vu fonctionner. Est-ce que la géopolitique, parce que toi, tu as un regard à 360 sur tout ce qui se dit, qui s'écrit, qui se passe, mais est-ce que la géopolitique aujourd'hui, qu'on peut appeler un peu mainstream, elle est déconnectée du réel ou elle est finalement, pour une grande partie, un agent de propagande de cette idéologie mondialiste? Très, très largement, un agent de propagande, et elle est déconnectée du réel, les deux. Et je pense que la raison principale, c'est le fait que nos dirigeants, d'une façon générale, sont plus des dirigeants, mais sont des porte-parole d'oligarchie avant d'être dirigeants. Donc la verticalité n'existe plus. Par contre, l'horizontalité des arrangements entre les uns et les autres, parce qu'on fait partie d'une télé, parce qu'on fait partie d'un groupe, parce qu'on fait partie d'un cabinet d'avocats qui travaille avec ces trucs-là, ou d'une grande banque, etc. En fait, ce qui manque le plus aujourd'hui, c'est l'objectivité, et l'objectivité pour des raisons de lâcheté principalement, à mon avis. C'est-à-dire que beaucoup de gens comprennent et savent, mais ils ne veulent pas ou ils s'interdisent eux-mêmes de le dire parce qu'ils vont perdre leurs avantages. En fait, le système oligarchique a perturbé énormément, même chez des très bons spécialistes, la capacité de dire les choses telles qu'ils les voient. Moi, je dépends de personne, je suis retraité, je ne perdrai rien si je dis la vérité. Donc, moi, je dis, c'est l'authenticité et la vérité et l'objectivité par rapport à ce qu'on voit qui est aujourd'hui ce qui manque de plus, à mon avis. C'est même pas la compétence. Je pense pas que les gens sont fondamentalement des incompétents, même s'il y en a, mais je pense que ce sont des gens qui sont fondamentalement, intellectuellement pas honnêtes, pour beaucoup d'entre eux. Et ça perturbe trop parce que on te vend partout que, en gros, l'idéologie du pouvoir, qui n'est d'autre que l'idéologie de l'oligarchie au pouvoir. C'est pas la même chose. C'est ça le problème aujourd'hui. Il y a une chose qui est aussi frappante, c'est que souvent dans les débats actuels, ce qui concerne la géopolitique, souvent on a un peu en fait, des agents doubles, c'est-à-dire des propagandistes de pays étrangers qui viennent payer par des agences de communication certainement déverser comme ça un narratif qui est éloigné finalement de l'intérêt français. Et toi, c'est ce qui nous a intéressé pour cette nouvelle émission que tu animes, La France dans le chaos du monde, c'est de remettre la France au centre de l'équation et comme boussole, comme alpha et oméga de l'analyse géopolitique. Bien sûr. C'est quelque chose qui, pour toi, était une urgence et une nécessité absolue aujourd'hui. Oui, tout à fait. Parce que j'ai une autre caractéristique, je suis très gaulliste en fait. J'ai découvert De Gaulle quand j'avais 30 ans, j'ai lu les Mémoires d'espoir et les Madones aux fresques des murs, etc. Et tac, je me suis dit, c'est amusant, je me suis dit, je vais te faire une confidence. Je me suis dit, je n'ai pas envie de ressembler à cet homme-là. Je me suis dit, je suis cet homme-là, en fait. Donc je vis une espèce de drôle de vie où je vis en même temps ma vie de personne internationale qui voyage, qui comprend, qui écrit, etc. Et la vie en fait d'un homme politique que je ne suis pas en réalité parce que je n'ai pas de responsabilité sauf celle d'être conseiller municipal de mon village et d'être un des responsables du Parti chrétien-démocrate de Jean-Frédéric Poisson, mais où on a très peu d'activité en fait. À part ça,
Si tu veux, je me dis sans arrêt, mais si j'étais là, qu'est-ce que je ferais? Si j'étais Poutine, qu'est-ce que je ferais? Si j'étais Trump, qu'est-ce que je dirais? Enfin, je me mets très facilement à la place de ces types et je pense que ça m'aide aussi à réfléchir parce que j'essaye de réfléchir avec mon bon sens comme un personnage de l'intérieur de ce théâtre plutôt comme un personnage de l'extérieur. Donc. Et ça, c'est parce que j'aime mon pays. Hein. Qu'est-ce que tu as trouvé chez De Gaulle en particulier qui t'a Ben, plu? cette cohérence, je dirais, entre le bon sens d'une part, le souffle et la grandeur qui est obligatoire. C'est un homme d'État, il faut que tu vois grand. Ce que disait Pompidou, c'est-à-dire je n'ai pas d'avenir politique, je n'ai qu'un destin national, ben, il faut sentir l'ambition du destin national. C'est ça qui l'a amené. Il n'y a que ça qui peut t'amener à prendre des risques. Parce que, effectivement, si tu dis je vais garder mon parti, je vais garder mes livres, je vais garder mes réunions, je vais garder, tu ne te donne jamais un destin national. L'avenir politique, c'est bien parce qu'il faut construire les choses, etc. C'est un peu ce que je reproche enfin, ils font quand même du bon travail, mais les souverainistes, je trouve qu'il leur manque l'envie d'un destin national hein, et les risques qui vont avec. C'est pour ça que j'ai dit sur plusieurs chaînes que je comprends pas ce qu'ils attendent pour aller à Moscou et pour faire un grand discours de Phnom Penh en disant cette affaire n'a pas de solution militaire, elle n'a qu'une solution politique, donc il faut parler politique. Et puis nous n'avons pas de vocation à aller... quelle guerre on va mener contre les Russes? Enfin, c'est pas notre avenir, c'est pas le sens de l'histoire, encore une fois. Donc il faut aller à Moscou et le dire à Moscou. Quelle aurait été Si tu fais ça, tu te fais descendre par tout le monde. Alors mais justement, on ne parle plus que de toi hein, ce jour-là. Non, mais c'est intéressant. Quelle aurait été, à ton avis, l'analyse et la décision politique d'un chef d'État se réclamant et assumant réellement un héritage gaulliste sur la question ukrainienne? Ben, celui qui assure un héritage gaulliste, c'est celui qui fait ce que faisait De Gaulle, c'est-à-dire la France, c'est le sens de notre première émission, la vocation de la France. La France est grande, la France est libre, et la France parle au monde entier, et la France veut le bien de l'humanité. Donc on parle à tout le monde. On est amis avec les Américains si au moment des missiles de Cuba, on se précipite ou on dit qu'on va défendre... on va défendre Kennedy, mais d'un autre côté, s'il y a une véritable crise, mais d'un autre côté, on va en Russie, on prend parti pour les non-alignés, on dit que les Palestiniens ont droit à leur État et à leur indépendance, on a une politique équilibrée et courageuse, je dirais, et c'est ça que tout le monde attend, et je dirais que la période qui nous attend aujourd'hui, puisque de toute façon, pour moi, les guerres vont s'arrêter parce que l'Occident n'est pas assez fort pour vaincre, de toute façon. D'abord, l'Occident n'a pas l'hypersonique. Donc, je ne sais pas comment tu peux te battre contre des pays qui ont l'hypersonique quand toi, tu ne l'as pas. Donc, l'Occident va les perdre. Mais par contre, derrière ça, qu'est-ce qu'on construit? Est-ce qu'on va construire un monde de fracture entre le Nord et le Sud, où le Sud sera vainqueur, et où donc nous serons perçus comme des proies? Ou est-ce qu'on va construire un monde, non pas de confrontation, mais de coopération? On va se dire, on va se parler, on va s'échanger des technologies, on va investir ici ou là, parce que est-ce que nous, on est en train de se démonétiser aujourd'hui, ou est-ce qu'on est respecté? Voilà. Quelle est l'attitude que nous devons avoir? Et je pense que c'est ça que la France doit dire au monde. Aujourd'hui, c'est la même chose que ce que le général de Gaulle a dit à ses colonies au moment où il était en train de de larguer l'héritage, en fait. C'est ce qu'il a fait. Il a bazardé l'héritage. Mais il l'a fait avec une telle grandeur et avec une telle façon qu'en fait, il a conservé les liens d'amitié. C'est ça le tour de passe-passe. Et c'est ça qui est important. Donc aujourd'hui, est-ce qu'on conserve avec la Chine, avec la Russie, avec le Moyen-Orient, avec tous ces pays les liens d'amitié? Je veux dire, si on continue comme on fait, par exemple, bec et ongle à soutenir Israël, même si le président Macron, sur ce plan, a eu un petit truc intelligent, une petite étincelle intelligente, mais globalement parlant, je veux dire, 19 paquets de sanctions d'un côté,
pas une seule sanction de l'autre. Je veux dire, ça passe pas. Oui, tu compares l'Ukraine, tu compares la Russie et Israël. Ben, bien sûr, mais je compare surtout, je veux dire, comment nous on est perçus. Enfin, il y a eu ces jours-ci une énorme manifestation pro-palestinienne à Séoul. Donc ça veut dire que le problème, il n'est pas simplement européo ou israélo, etc. C'est un problème nord-sud. Mondial, ouais. Et qu'est-ce qu'ils vont se dire qu'est-ce qu'ils vont se dire les comment ça s'appelle, les Coréens? Nous, on manifeste pour la Palestine et pas les Français. Ils vont se dire, mais ils sont dégénérés. Ouais. Demain, on va se les manger. C'est ça qu'ils vont traduire. Donc l'enjeu, c'est ça. Et la France a un rôle à jouer très important pour ça. Alors justement, comment toi tu expliques quand même que, on le voit d'ailleurs sur les audiences de la chaîne YouTube d'Omerta, mais ça dépasse évidemment largement, c'est un phénomène qui est en train de devenir un peu phénomène de société, c'est que les gens s'intéressent de plus en plus à la géopolitique. Ah bah évidemment. Est-ce que tu peux... Comment tu... Là, d'habitude, bon, les gens regardaient le journal télévisé, etc. Bon, c'était très classique. Là, aujourd'hui, les gens se passionnent pour les problématiques géopolitiques. Comment tu ils se rendent expliques ? compte qu'il y a de plus en plus de sauces et que la sauce, c'est la sauce à laquelle ils vont être mangés. Donc ça les intéresse, forcément. Ils voient les entreprises partir à l'étranger, ils voient la puissance chinoise qui augmente, ils voient l'Indonésie qui arrive, ils voient l'Afrique, ils voient le Brésil, ils voient le Nigeria demain, ils voient tout ça. Donc les problématiques changent. Hein. Quand tu es le roi du monde, tu ne regardes pas beaucoup le reste du monde, hein. Tu te regardes toi. Quand tu n'es plus le roi du monde, tu as intérêt à regarder les autres, ça vaut mieux. Hein. Donc c'est ce qui se passe. Donc je pense que c'est pour ça que je pense que les problématiques internationales et géopolitiques sont pas du tout assez traitées par nos hommes politiques et en particulier par ceux qui veulent prendre la place du chef pour être les chefs à la place du chef. Et en particulier les souverainistes. Il y a un déficit d'analyse ou il y a un déficit d'intérêt? Il y a un déficit de... Je ne pense pas qu'il y ait un déficit d'intérêt de leur part parce que chez ceux qui aspirent au pouvoir, disons, dans notre camp, il y a un intérêt, mais il y a un déficit d'analyse et puis il y a un manque de courage, à mon avis, dans l'expression. Si encore une fois, ils veulent avoir un destin national, il faut... la politique internationale, c'est la problématique du chef de l'État. C'est sa prérogative. Donc si tu veux lui prendre sa place... il faut que tu ailles là où il est le meilleur, en disant t'es pas bon, je suis meilleur que toi. Donc symboliquement, tu lui prends sa place. Si tu fais pas ça, et si tu fais pas ça, comme me l'a dit l'un des personnages que j'ai rencontré il n'y a pas longtemps, parce que ça n'intéresse pas les Français, parce que c'est vrai que les Français n'ont pas forcément les clés. Nous, on en a quelques-unes, mais les Français n'ont pas tellement les clés. Donc, ils s'intéressent légitimement à leur pouvoir d'achat, à leur retraite, etc., etc. Mais si Général de Gaulle ne leur parlait pas que de leur tréfonds de leur poche, il leur parlait de la grandeur du monde. Et c'est ça que les gens ont conservé. Donc, tu intéresses les gens aussi parce que tu es capable de leur parler d'autre chose que de ce qui les intéresse au premier chef. Mais c'est important, c'est où est-ce que tu te positionnes. Si tu leur dis je vais vous parler de votre retraite, ils vont dire bon. Tu leur dis je vais parler du monde, ils vont dire ah. Donc c'est ça. Je l'ai dit en introduction, on a donc lancé cette nouvelle émission, La France dans le chaos du monde, que tu présentes. Est-ce que tu pourrais, en quelques mots, quelques phrases, expliquer pourquoi ce titre? Quel est l'intérêt de cette émission? Sur quoi se positionne cette émission? De quoi on parle dans cette émission? D'abord, moi, je suis venu à la géopolitique pour parler du monde, principalement. Mais 50% des gens qui répondent, parce que je lis toujours les commentaires, ils disent oui, et la France dans tout ça. Systématiquement. C'est vrai. Donc alors, tu leur dis, attendez, je vais vous parler de la France, je vais vous parler de vos retraites, je vais vous parler de vos trucs. D'accord ? Ou alors je vais vous parler du monde, mais l'important c'est pas ça. Encore une fois, si tu reviens à De Gaulle, c'est où est la France dans ce monde. Et je pense que cette vision de la France dans le monde va être de plus en plus importante, comme tu viens de le dire, parce que le monde va avoir de plus en plus d'importance dans nos propres décisions à nous d'ici. Donc on a besoin d'acquérir cette culture et on a besoin de montrer que la France
n'est pas seulement la France dans ses petites problématiques internes, mais également a des enjeux. Quel est l'enjeu de notre souveraineté? Quel est l'enjeu de notre force culturelle? Quel est l'enjeu du fait qu'on est aujourd'hui sous la coupe d'une domination culturelle et politique américaine? Quel est l'enjeu de l'islam, par exemple? Ça aussi, c'est complexe et c'est passionnant, on fera une émission là-dessus. Oui. Quel est l'enjeu de la francophonie? Quel est l'enjeu de la récupération de notre énergie? Quel est l'enjeu de notre agriculture par rapport au monde, encore une fois? Voilà. Quel est l'enjeu de l'Europe? Comment est-ce qu'on va se positionner si, à Dieu ne plaise, cet accord de Budapest se fait et si se conclut une paix séparée entre les Russes et les Américains, c'est-à-dire que les Américains décident de dire c'est pas notre affaire, vous vous démerdez, vous petits Européens, avec les trucs, etc. Mais si on fait ça, c'est un séisme politique absolu, parce que toute l'Europe, telle qu'elle existe aujourd'hui, construite comme un système anti-russe, elle s'enfonce dans le lac immédiatement. Ils seront absolument tous démonétisés à ce moment-là. Tous ceux, parce que leur grand chef américain dira, attends, moi je bosse directement avec les Russes, donc les Allemands vont partir, les Italiens vont partir, même les Anglais vont partir. Ils vont tous le lendemain, ils seront tous à Moscou le lendemain. Ouais, là, c'est l'affolement des Européens depuis. Mais c'est leur problème, c'est ça. Le fait que les Américains continuent la guerre, c'est une question de vie ou de mort pour ce système européen. Il n'y a plus de commission, il n'y a plus de parlement, il n'y a plus rien, c'est fini, paf. Donc pour eux, il faut que ça dure, absolument. Puisque c'est un système oligarchique qui se tient de tous les côtés. Toute cette génération tombe du jour au lendemain. Et d'autres sortent. Et c'est là que tu vas voir le réveil des peuples. Moi, je pense que les gens ne vont pas se révolter, encore une fois, pour des problèmes intérieurs, même si c'est vrai. Mais ils vont sentir, si tu veux, que le pouvoir est déliquescent. Et là, l'Europe va être à feu et à sang. Alors, dans cette émission, tu retrouves... Donc, il faut parler de l'Europe, il faut parler de la France dans le monde. Donc, j'ai dit dans le chaos du monde pour donner un titre un peu plus... qui est vrai, en plus. Alors pour cette émission, tu es accompagné de 3 amis. C'est ça. Caroline Galacteros, Paul-Marie Couteau et Alain Juillet. Voilà. Pourquoi avoir réuni un petit peu ce panel autour de toi pour... Finalement, pour parler quand même de l'intérêt national, parce que c'est vrai que ta boussole, et la boussole de votre boussole à tous les 4, c'est quand même, c'est pas un pays étranger, c'est la France et uniquement la France. La France et uniquement la France dans le monde. Donc il fallait des gens qui connaissent la France et qui aiment la France et qui aiment le monde. Donc c'est des gaullistes. Donc j'ai été chercher les plus gaullistes autour de moi. Et voilà, j'ai trouvé ces 3-là. En plus, il faut que ça soit une réflexion vraiment de haut niveau, parce que quand tu as un sujet généraliste comme la vocation de la France, tu ne peux pas dire 3 conneries, il faut véritablement que tu aies des références solides, et c'est le cas chez Paul-Marie 1 million de fois, chez Caroline aussi, et chez Alain aussi, donc c'était très intéressant. Donc on va en faire une autre là, qu'on va tourner ensemble bientôt. Alors justement, quels sont les sujets là? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Quels sont les sujets, toi, que tu as en préparation, que tu as en tête pour les prochains épisodes? Alors le prochain, donc on en fera une par mois. Hein. Donc le prochain, ça va être sur la décolonisation de la France. Et ça, on s'appuie sur un texte du début, je crois que c'est 61 ou 63, je ne sais plus, du général de Gaulle qui dit « Nous avons décolonisé nos colonies, mais maintenant il va falloir nous décoloniser nous-mêmes. » Mais le problème, des États-Unis, dit-il, mais le problème quand on cherche à se décoloniser, c'est qu'en général, les colonisés n'ont pas envie d'être décolonisés. Il fait cette remarque paradoxale en disant la plupart des gens qui sont colonisés, ils vivent dans un petit cocon, ou ils croient vivre dans un cocon parce qu'ils dépendent de leur maître, mais ils ne veulent pas changer. En général, ils ne veulent pas changer. Parce que les bourgeoisies sont en général des bourgeoisies compradors, donc elles travaillent avec l'étranger, elles font avec l'étranger, donc elles te vendent l'idéologie de l'étranger comme à l'époque de Jeanne d'Arc. L'évêque Cochon et toute la clique, ils étaient tous au service des Anglais. Et les résistants sont un peu seuls. Alors quand tu as imposé une logique
je dirais, nationaliste, les gens sont contents parce qu'ils voient que le pays dit je vais à gauche, je vais à droite, et il y va. Mais aujourd'hui, dans un espèce de système flou et trouble et malsain tel qu'il est, si ton patron, dont tu es l'esclave, au début l'allié, puis ensuite le vassal, puis l'esclave, puis le morceau de beefsteak et la proie, quand il dit ben, maintenant je te pique, je te mets des droits de douane, tu dis oui, tu vas te battre avec les Russes, tu dis oui, tu n'as pas le droit de converser avec les Chinois, tu dis oui. Donc, si tu veux, Donc là, on parle de la c'est colonisation très américaine malsain. sur la France, en fait. Voilà, tout à fait. Tout à D'accord. fait. Voilà. Alors après, il y aura un sujet, on est encore en train d'y réfléchir, mais je pense qu'il faudra faire un sujet. Moi, je voudrais faire un très beau sujet sur les Outre-mer. Parce que c'est vraiment... on dit que la France n'a pas, par exemple... D'abord, la culture des Outre-mer est extrêmement intéressante, passionnante. Nos Outre-mer sont totalement oubliés aujourd'hui, Oui. aussi bien dans le Pacifique qu'en... par exemple, aux Antilles. Moi, je suis très ami avec Babette de Rosière, par exemple, une personnalité absolument passionnante qui essaye de faire rayonner tout ça. Oui. Mais quand tu vois ce que c'est que les Antilles, ce que ça peut nous apporter en termes de joie de vivre, en termes d'amour du monde. Et de puissance maritime aussi. Et voilà, alors même, ça c'était l'autre aspect. On est le deuxième ou même le premier domaine maritime du monde en termes de zone économique exclusive. Et écoute-moi bien, nous n'avons jamais fait l'inventaire de nos ressources. On n'a jamais fait. On est la première puissance maritime du monde et on n'a jamais fait l'examen complet de nos ressources en termes de pétrole, en termes de minerais, de etc. gaz, ouais. C'est incroyable. Ouais. Donc, on a vraiment détruit complètement. C'est incompréhensible. C'est totalement incompréhensible. Alors, on dit, mais comment la France peut-elle être grande si elle n'a pas par exemple, de ressources. richesses, de ressources? Mais on les a, mais on ne sait même pas où elles sont. C'est ahurissant, ça. C'est ahurissant, ouais. Donc, tu vois. Ouais. Donc, il y a, à mon avis, parce qu'il y a derrière ça une espèce de mentalité, je dirais, affreusement décoloniale, je veux dire, quelque part, d'une certaine gauche, ce qui fait qu'on va en Algérie pour dire il n'y a pas de culture française et on est coupable de crimes contre l'humanité, etc., etc. Mais je veux dire... la France a quand même un destin où il n'y a pas que la France métropolitaine. Enfin, notre système qui est construit, il n'est pas construit comme une France métropolitaine. Ouais. Et ça, il faut en parler. Donc, je pense qu'on va faire un beau sujet là-dessus. Il faut faire des sujets sur l'énergie, c'est-à-dire l'inventaire de nos ressources et puis la maîtrise de nos ressources. Chaque fois qu'un pays a repris sa direction de lui-même, la première chose qu'il a fait, c'est mettre la main sur ses propres ressources. C'est ce qu'a fait Poutine dans cette célèbre réunion en juillet 2000, où il a dit aux oligarques, bon, maintenant vous nous rendez ce que vous avez volé, maintenant c'est plus à vous, c'est à moi. Et ça a commencé comme ça. Tu mets la main sur tes ressources. Bon. Le fait qu'aujourd'hui on soit partie prenante de ce système européen où en fait on paye 4 fois plus cher notre propre énergie en donnant la marge de notre énergie à des intermédiaires qui ne font rien d'autre que de nous acheter pas cher et de revendre plus cher. Enfin, ça marche sur la tête, ce complètement. Alors, il y a un intérêt aussi dans cette émission pour nos éditeurs, c'est que c'est vrai que souvent on fait de l'analyse, du décryptage sur la situation. La situation souvent n'est pas rose. Il faut dire quand même qu'on est sur une pente assez négative, que ce soit en géopolitique, mais aussi en politique en général. On voit que jour après jour, tout se dégrade. Mais il y a dans cette émission, finalement, aussi, je dirais, une lueur d'espoir, parce qu'on arrive finalement, avec l'expertise de vous quatre, à se projeter et finalement, quelque part aussi, à trouver des solutions. Mais bien c'est sûr. ça aussi que tu voulais, la marque que tu voulais imprimer, que tu voulais donner à cette émission. Mais bien sûr, c'est ça. Mais c'est ça que les gens attendent aussi. Et c'est ce que j'essaye de faire aussi dans mes analyses internationales. C'est pour ça que je suis... C'est pas foutu en fait. On m'accuse d'être un optimiste, mais moi j'essaye de montrer qu'il y a des chemins.
Moi, je pense encore aujourd'hui qu'à travers cette horreur palestinienne, il y a un chemin vers la paix. Je pense qu'il existe. Mais il faut essayer de le montrer. Tu peux pas être catastrophiste en disant il n'y a rien, il n'y a plus, c'est la guerre, Non, mais on etc. entend beaucoup de catastrophistes, c'est foutu, Oui, etc. c'est ça. Et Toi, tu n'y moi, crois pas à ça. non, je refuse absolument ça. Parce que c'est pas la réalité. C'est ton côté C'est plus facile. gaulliste aussi, Bah, non? bien sûr, tout à fait. Tout à fait. Et je pense alors, c'est pas les solutions, c'est pas ah ben tiens le ciel bleu arrive, on va s'entendre, etc. Moi, je pense qu'il y a des solutions, comme je pense que dans le conflit ukrainien, la solution n'est pas très loin non plus, je pense. Hmm. On ne va pas développer aujourd'hui, mais je pense que ça n'est pas très loin. Et encore une fois, l'enjeu, à mon avis, c'est surtout de reconstruire les rapports, et avant tout les rapports psychologiques du monde de demain. Parce que le monde de demain est déjà avéré, pratiquement. Il est déjà. Le Sud va prendre de plus en plus d'importance, on voit bien. Toute la croissance, les 50 glorieuses, c'est dans le Grand Sud, c'est évident. C'est l'Indonésie, c'est l'Inde, c'est la Chine, évidemment. Même si la Chine va avoir un peu surfaite, parce que dans les années 2030, elle va quand même prendre un sale coup avec la baisse de la natalité, politique d'un enfant par femme et tout ça. Mais en gros, tout ça, l'Afrique va démarrer à un moment donné. Avec son augmentation de sa population, ça va être quand même la première région du monde en 2030 avec 2,5 milliards d'habitants. C'est énorme ça. Oui. Donc tout ça, ça va pouf. Et nous, on va faire quoi là? Donc, et surtout, quel regard porteront-ils sur nous? C'est là que la France a un rôle important, puisqu'elle est pratiquement le seul pays dans le monde qui est capable de parler avec tout le monde, avec des paroles de paix et des paroles d'amitié. Parce qu'il n'y a pas que le business, comme on disait tout à l'heure, il y a aussi de l'amitié. Ça, c'est très important. Oui. Parce que dans tous ces pays, en fait, même les Chinois qui sont capables de faire du business, très business, les relations naturelles, c'est les relations d'homme à homme, de personne à personne. C'est ça, les relations normales. Le contrat, la loi, c'est venu après. Et d'ailleurs, nous, on est considérés FACO en chinois, en mandarin, ça veut dire le pays de la loi. On est considéré comme le pays de la loi, c'est-à-dire le pays de la rationalité dans la pensée. Et si tu veux, la nature des choses au départ, c'est la relation que nous avons, cette relation d'amitié qui nous permet de nous parler avec confiance. Comme me disait un de mes clients, mon premier client saoudien, qui m'a dit, avant de travailler avec vous, on veut être sûr que si un jour on a un problème, on peut s'asseoir et discuter. Oui. Voilà, c'est ça qui compte. Ouais. Après, le reste, vos avocats, votre argent, votre technicité, votre prix, etc., c'est secondaire. Mais d'abord est-ce qu'on peut s'asseoir et discuter? C'est ça. Et tu vois, Mélanie, elle a compris ça parce que quand elle est descendue de son avion pour aller voir les Chinois la première fois, elle est descendue avec sa petite fille à la main. Oui. Les Chinois, ils ont fondu. Bien sûr. Ils ont dit, elle vient d'abord avec son cœur. Pour le faire, il faut avoir des enfants. Ouais, oui, c'est ça. Mais elle est maligne. Oui, elle a bien compris. sûr. Elle a changé le référentiel. Oui, absolument. Voilà. Donc nous, les Français, si on vire, je dirais, tous ces branquignols qui nous dirigent et qui se vantent, en fait, qui ne nous dirigent pas, mais qui se dirigent vers les fromages, les 700 Odac là, qui servent à voilà. Donc, il y a de l'espoir. On remet à la tête des gens. Tu sais, tu remontes vite quand tu reviens. Regarde l'état de la France en 58, regarde combien de temps on a mis pour remonter, ça remonte vite. Ouais. Regarde combien de temps Poutine, la situation de la Russie était bien pire que celle de la France d'aujourd'hui. Hein. Bien sûr. Donc il faut... le risque est une opportunité et moi j'ai dit aux gens là même sur les histoires de notre gouvernement qui va tomber, qui va retomber, la dissolution qui à mon avis dans les tuyaux qui est inévitable. Oui. Et aux gens, mais enfin, moi j'ai passé 40 ans à voyager dans les pays où l'insécurité et l'insécurité politique était la nature des choses. Oui. Ça n'empêchait pas les gens de se lever le matin, d'éduquer bien leurs enfants, d'essayer de bosser, etc. Donc je dirais que le chaos et la désorganisation fait partie de l'ordre naturel des choses.
La stabilité n'est pas l'ordre naturel des choses. L'ordre naturel des choses, c'est quand il y a des périodes de stabilité et des périodes d'instabilité. Aujourd'hui, on est dans une période d'instabilité. Donc la bonne façon de poser la question, c'est de dire quel avantage pouvez-nous en tirer, plutôt que de dire oulala, c'est plus stable. Attends, c'est plus stable, mais c'est bourré d'opportunités ce qui se passe là en ce moment. Pour nous, Français, il faut savoir les saisir. Il faut les voir d'abord, il faut un regard positif sur les choses, ça j'insiste beaucoup là-dessus. Non pas bêtement optimiste, mais positif, en disant où sont les avantages pour moi. Et si tu regardes comme ça, tu dis il y en a. Regarde cette explosion de l'Europe qui est à mon avis dans les tuyaux, parce que dès qu'il y a la paix séparée à Budapest, paf, tout ça, ça tombe, et tous ces chefs d'État, ils disparaissent. Et Macron, il n'y a plus personne. Macron perd son image totalement, du jour au lendemain. Du jour au lendemain. La patronne de l'AfD annonce qu'elle va à Moscou et qu'elle dit « je veux votre gaz ». Bon. Elle gagne les élections suivantes, c'est fini, c'est terminé. Dans la sphère médiatique. Bien sûr. Donc ça va être passionnant. Alors François, c'est passionnant. Je rappelle, justement, c'est pour ça qu'il y a cette nouvelle émission passionnante qu'on va rediffuser en version longue sur cette chaîne YouTube dans quelques jours. J'en profite d'ailleurs pour dire à nos auditeurs que s'ils souhaitent nous donner des idées, partager des sujets qu'ils aimeraient voir traités dans cette émission, ils peuvent évidemment le faire en commentaire de cette vidéo, dans les commentaires des émissions La France dans le chaos du monde. Et s'ils veulent mes 2 livres, ils peuvent les 2 livres, et les 2 livres évidemment passionnants, parce que ça permet quand même de oui, parce que le premier, en gros, c'est c'est plus le Nord qui dirige, en fait. En gros, c'est ça. C'est le monde a basculé. C'est ça, ça permet de comprendre. Et ça, c'était l'Ukraine l'a montré tout de suite. Tout de suite. Et le deuxième, c'est j'ai analysé en fait le système décolonial aujourd'hui. La guerre d'Ukraine, c'est une guerre décoloniale. De la part de la Russie. La guerre de Gaza, c'est une guerre décoloniale. Donc, et c'est le basculement du monde. C'est les deux. Exactement. Et la troisième, c'est la France dans tout ça. Exactement. C'était logique. Merci François. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission La France dans le chaos du monde. Chers amis auditeurs, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube et d'être présent lors de la diffusion en version longue de la première émission de François, de Caroline, de Paul-Marie et d'Alain Juillet. Je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir suivi cette émission.